Bonsoir. Au sommaire de cette édition, le président de la République sera le chef d'État de la CEDEAO. Il a quitté Conakry ce matin pour la capitale nigériane. Les résultats des examens nationaux de l'enseignement préuniversitaire ont connu une amélioration. Le taux de réussite passe de 34% au bac et 53% au BEPC. Des résultats qui suscitent de l'espoir. Au sommet encore à Cancan, les travaux de reconstruction de la résidence du préfet piétine. L'entreprise chargée de l'exécution des travaux risque d'abandonner le chantier faute de financement. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci de votre attention. Le président de la République a quitté Conakry ce matin pour Abuja, où il prend part au 43e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. La situation de crise au Mali et en Guinée-Bissau sera notamment au menu de discussion. Le cérémonial de départ à l'aéroport de Conakry-Bessia avec nos reporters Mahamoudou Bari et Doudou Traoré. Regarde. C'est pour prendre part au 43e sommet des chefs d'État de la CEDEAO que le président de la République, professeur Alpha Condé, a quitté Conakry ce mercredi pour la capitale politique nigériane, Abuja. Cette rencontre des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest sera mise à profit pour parler de la situation politique et militaire au Mali, mais aussi du renforcement de l'intégration sous-régionale. Professeur Alpha Condé fera entendre une nouvelle fois la voix de la Guinée à ce sommet des 15 de la CEDEAO. Cela pour promouvoir la sécurité et le développement durable. Faut-il rappeler que la CEDEAO participe au renforcement et à la promotion de l'intégration politique, économique et sociale des différents pays membres. Les chefs d'État évoqueront également l'ensemble des questions du moment. La Guinée est une et indivisible. Les Guinéens doivent pouvoir surmonter leurs querelles intestines sans violence. La situation qui prévaut dans la région forestière préoccupe le gouvernement et les autorités religieuses. Très soucieux de la stabilité et de la paix, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, invite ses compatriotes à promouvoir la tolérance et la cohésion. Commentaire, Kamara Boubacar. Dans le tourbillon de la violence qui secoue Zalikole depuis 3 jours, une voix s'est fait entendre. Une voix de raison qui nous a révélé la grandeur d'esprit et d'âme du patriarche de Zérékoré. Moulou Olomo Azali Zogbelamou, l'une des premières victimes des événements regrettables de Zérékoré, a depuis son lit de malade rassuré la nation. L'appel d'hier au pardon et à la paix du patriarche en langue locale est un exemple de courage et de tolérance remarquable que le président de la République a salué dans son adresse à la nation. Les énormes pertes humaines et matérielles enregistrées à Zérékoré sont douloureusement ressenties par la nation. L'onde de choc provoquée rappelle la fragilité démocratique et sociale du pays. Dans chaque communauté, au niveau de chaque entité, nous avons besoin des esprits à la dimension de celle du patriarche de Zérékoré pour préserver et raffermir notre vivre ensemble. La Guinée est le pays des diversités par excellence. Diversité naturelle, diversité religieuse, diversité communautaire, diversité de pensée et que sais-je encore. Les valeurs de tolérance de nos traditions et la garantie de justice de l'État doivent aider à maintenir la cohésion sociale entretenue dans chaque région depuis des générations. Le patriarche Zogbelamou nous enseigne la tolérance. Le président Alpha Condé promet la justice sur les derniers événements de Zérékoré. Saisissons ces 2 perches pour nous accepter et continuer à vivre dans la paix et le partage sur les rives de la rivière Zali. Et selon les informations, le calme revient progressivement à Zérékoré suite à l'appel du chef de l'État et des sages de la région. On s'achemine vers un règlement pacifique de la crise. Les populations de Zérékoré entendent privilégier le dialogue, l'entente et la cohésion, justement pour savoir davantage sur la situation qui prévaut à Zérékoré. Isidore Nadamou de Tunkarata a pu joindre notre reporter basé dans la région forestière, Mohamed Saliopaï. Écoutons cet entretien téléphonique. Vous êtes notre correspondant à Zérékoré. Aujourd'hui, quel est le climat qui prévaut à Zérékoré après l'appel au calme lancé par le chef de l'État? Oui, il faut dire que le calme revient petit à petit à Zérékoré à couler.
depuis l'appel lancé par le chef de l'État. Mais vraiment, il faut reconnaître que une mission mixte coordination Guinée forestière et gouvernement est arrivée le lundi 15 juillet nuit à Zérekoré par un vol spécial qui a été dépêché par le président de la République pour appuyer les autorités administratives et militaires dans la gestion de la crise que traversent les communes rurales de Koulé et urbaines de Zérekoré. C'est déplorable de voir une ville comme Zérekoré plongée dans la paralysie pendant 3 jours. Grâce à la persévérance des forces de l'ordre aussi qui patrouillent dans la ville, le calme commence à revenir petit à petit. Il faut aussi noter que au moment où je vous parle, que notre ministre de la Communication, Césaire Touba Kogomo, a rallié la capitale de la Guinée forestière afin d'appuyer la mission mixte dans la gestion de cette crise. Oui, mais sur le terrain, quel est le niveau, le degré d'implication de la délégation gouvernementale ainsi que les sages et les chefs religieux dans le règlement pacifique de la crise sur le terrain? Ce soir même, une réunion de concertation a regroupé dans l'enceinte de l'hôpital les membres de la mission mixte, le comité interreligieux, le conseil des sages, afin de faire des prières sur les corps par les chrétiens et les musulmans et inviter les responsables religieux à persévérer dans la sensibilisation des populations dans les églises et les mosquées. Est-ce que cela voudrait dire que l'espoir d'un dénouement pacifique et rapide de la crise est permis aujourd'hui? Oui, il faut espérer parce que le calme commence à revenir petit à petit. Les pagailles cessent dans les quartiers grâce aussi à la promptitude des hommes en uniforme, car les forces de l'ordre assurent les patrouilles dans les 22 quartiers de Zérekoré et dans la commune rurale de Koulé. Salut Paye, merci à Zérekoré. Mohamed Salioupaï, notre correspondant permanent à Zérekoré, merci. L'autre temps fort de cette édition, le baccalauréat session 2013 a connu une légère amélioration par rapport aux années précédentes. Sur 87 304 candidats présentés, 30 208 ont réussi leurs examens, soit 34% de réussite. Les résultats sont déjà disponibles dans les différents établissements du pays. Sur le point avec Amadou Touré. Alors que certains crient de joie, d'autres affichent des visages tristes à l'annonce des résultats des examens nationaux session 2013. Dans certains établissements scolaires de Conakry, l'affichage des résultats a tardé. Dans la commune de Kaloum par exemple, nombreux sont des candidats qui ont impatiemment attendu leurs résultats. Mon sentiment aujourd'hui est époustouflant parce que aujourd'hui j'ai eu mon bac. Non seulement je suis issu d'une famille pauvre, je suis fier aujourd'hui d'avoir mon bac à main et puis mention à bien. 30 208 candidats ont été admis cette année sur 87 304 au baccalauréat unique, soit plus de 34% contre 23 l'an dernier. À mon avis que le résultat est bon parce que les élèves se sont donnés à fond, ils ont compris que chacun doit compter sur ses propres efforts. Les tolérance zéro vers l'excellence sont à leur troisième tenue et les résultats s'améliorent progressivement chaque année. 21% en 2011 à 23% en 2012. Avec un pourcentage total de 34% de réussite cette année, l'école guinéenne tente de corriger ces insuffisances. Les résultats du brevet d'études du premier cycle ont été également rendus publics ce mercredi. À Matoto, ils sont 9 954 candidats admis sur 18 660, soit un taux d'admission de 51,20%. Ces résultats suscitent de l'engouement chez les élèves et enseignants. Mamadou Alpha Baldi et Ibrahima Souri Dabo se sont rendus dans certaines écoles de la commune de Matoto. Suivez. Une matinée pas comme les autres dans les établissements scolaires de Matoto. C'est la publication des résultats des examens nationaux et les candidats retiennent leur souffle. Dans cette commune, 18 660 élèves ont passé le BEPC. 9 554 sont admis, soit un taux de réussite de 51,20%. Partout, ces nouveaux lycéens expriment leur joie. Je dis à toutes mes amies qui ont fait le BEPC et qui ont eu, je leur dis toutes mes félicitations et les gens qui n'ont pas eu. Je les encourage, je suis fière de moi-même. Mes parents aussi sont fiers. Au collège Saïfoula Diallo, Titi Camara et Denis Galema Guilavogui par exemple, les responsables administratifs se félicitent des résultats obtenus. Les 2 premières années, ça n'a pas été facile. Le résultat a été catastrophique, mais cette année, franchement, c'est un ouf de soulagement.
c'est un bon départ, je pense bien, pour le système éducatif guinéen. Avec un taux d'admission estimé à 23,11% l'année dernière, la direction communale de l'éducation de Matoto affiche sa satisfaction face aux progrès réalisés au cours de cette année scolaire. En 2013, nous venons à 51,20%. Je pense que ça, c'est pas gratuit. Ça, c'est l'effort conjugué de tous les intervenants dans le système éducatif de la commune de Matoto, les parents d'élèves, les professeurs, les encadreurs pédagogiques. Chacun a fait son travail. C'est ce qui a fait ce bond de plus de 20%. Cette année, sur 131 328 candidats au niveau national, 56 744 porteront le bleu et blanc l'année prochaine. Dans le même registre, les examens d'entrée en 7e année sont maintenant disponibles dans les établissements scolaires. Le taux d'admission est de 40%. Suivez ce reportage de Habib Cham et Marcel Massandouno. Abdoulaye Diallo, PV 1267. Abdoulaye Silla, PV 1270. Abdourahman Ba, PV 1273. Les résultats des examens nationaux sont connus depuis ce matin. À l'école primaire de Kaporo, le taux d'admission est de 36%. 96 admis, dont 27 filles, sur un effectif de 264 candidats. Élèves et encadreurs affichent leur satisfaction face aux résultats jugés positifs cette année. Je suis contente parce que j'ai eu mon examen à mes maîtres ou bien à mes parents. Je vais les remercier. Merci beaucoup. Il y a mes amis qui n'ont pas eu, c'est pour cela que je pleure. Je félicite mon frère, je félicite mes maîtres parce que j'ai eu mon examen. Cette année, vraiment, j'ai eu un bon résultat par rapport aux années passées. Donc ces maîtres-là, c'est eux qui ont œuvré pour avoir un résultat attendu comme ça. Depuis 2 ans, les autorités placent les examens nationaux en Guinée sous le signe tolérance zéro. Ce slogan permet de rehausser progressivement le niveau des élèves du pays. La validation de politiques et stratégies de développement de l'université guinéenne. Les travaux se tiennent à Conakry. Il s'agit de faire le bilan des 50 ans de l'université en vue d'améliorer le système de formation. Une importante délégation du gouvernement a pris part aux travaux. Francis Collier, reportage. L'université guinéenne retrousse ses manches pour tirer les leçons de ses 50 ans d'existence. Dans cette démarche, les cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que les partenaires techniques et financiers se retrouvent pour la validation du document de politique et de stratégie de développement du secteur. La présente rencontre est organisée sous le signe du cinquantenaire de l'université guinéenne, moment propice pour jeter un regard critique sur le passé et se projeter dans l'avenir en tenant compte non seulement du contexte national, mais également de l'environnement mondial marqué par la globalisation et l'avènement d'une société cognitive où la maîtrise du savoir et du savoir-faire conditionne la prospérité des nations. Le document de politique et de stratégie vise à faire le pont entre la formation et le marché de l'emploi, une réelle préoccupation du gouvernement. Nous avons l'espoir qu'avec le document que vous allez mettre à la disposition du gouvernement, le gouvernement en fera bon usage pour pouvoir investir ces projets, ces plans et programmes pour un enseignement pertinent. À cette ère de la mondialisation, l'enseignement supérieur se donne pour défi à relever le développement de la compétence professionnelle. En tout cas, les autorités semblent déterminées à aller jusqu'au bout. Au même moment, bientôt la célébration des 50 ans de la CBG, Compagnie des Bauxites de Guinée, un événement qui coïncide avec les 40 ans de son activité industrielle. La CBG entend se hisser en classe mondiale avec une production prévisionnelle de 15 millions de tonnes de bauxite d'ici 2016. Fallait Louia, le reportage. L'histoire de la Compagnie des Bauxites de Guinée a commencé en 1963.
10 ans plus tard, le 1er octobre 1973, la première tonne est portée sur le marché international. Deux dates qui marquent un tournant décisif dans l'histoire des mines en Guinée. La double célébration de la naissance de la CBG et du démarrage de son activité industrielle coïncide avec l'arrivée depuis près de 3 ans d'un Guinéen comme directeur général de l'entreprise. La CBG se redresse après les crises de 2008 et 2009. En arrivant il y a 3 ans à la tête de cette entreprise, nous avons immédiatement pris en main le challenge, le défi de donner à la CBG la chance d'exister encore de manière performante dans les 50 prochaines années. Si les performances enregistrées au sein de la CBG sont aujourd'hui l'œuvre des employés, c'est aussi celle du gouvernement et des partenaires qui ont eu confiance au management actuel de ce modèle de l'industrie minière en Guinée. Et c'est ainsi que j'ai approché aussi bien le gouvernement guinéen qui est actionnaire à 49%, que les partenaires extérieurs, Rio Tinto, Alcoa et Dadco, de nous aider à trouver les moyens de notre extension. Le gouvernement a été très actif. Et cette activité a permis de nouer des relations avec un client important et sérieux qui est Mubadala, qui a immédiatement souscrit à une augmentation de capacité pour la production de 5 millions de tonnes d'alumine à partir de 2017. De 2013 à 2016, la CBG compte passer à 15 millions de tonnes par an contre 14 millions actuellement. Une manière de se maintenir dans le sillage de la performance et devenir une entreprise de classe mondiale. L'autre image de l'actualité nationale, le fonds d'entretien routier a un nouveau directeur général. Vous le savez déjà, Mohamed Traoré a été installé dans ses fonctions par le chef de cabinet du département des travaux publics. Le nouveau patron du FER entend s'investir dans la mobilisation des ressources afin de réaliser des travaux de qualité. Un reportage de Fatoumata Samora. Sous la houlette du ministère d'État aux travaux publics et au transport, le fonds d'entretien routier est le principal bailleur de fonds des projets d'entretien routier. Sur les 43 000 km du réseau routier guinéen, les sections entretenables sont rares. De grosses ressources financières devraient être investies dans le secteur, faute de quoi les projets d'entretien routier seraient voués à l'échec. Désormais, c'est cet homme qui a la charge de diriger le fonds d'entretien routier. Mohamed Traoré est installé dans ses fonctions. Jusque-là, directeur des routes préfectorales et communautaires, Mohamed Traoré arrive à la tête du FER à un moment où le réseau routier guinéen est fortement dégradé. La responsabilité qui vient de m'être confiée est très lourde. Je compte mettre tous mes efforts et à la recherche des financements et derrière les entreprises. Parce que certains travaux qui se font, c'est par malfaçon. On revient sur les mêmes travaux, il faut éviter alors que ces travaux on paye. Après 5 ans de gestion du FER, le DG sortant se félicite de quelques résultats atteints. Dans la sous-région, voire même en Afrique, le FER de Guinée a tous les critères de performance tels que le paiement rapide des décomptes des PME et la certification des comptes de fonds d'entretien routier, mais aussi des audits indépendants. Régie de financement des travaux d'entretien routier, le FER est plutôt considéré comme une institution d'investissement de projets d'infrastructures routières. Je vous le disais en titre, à Cancan, les travaux de réhabilitation de la résidence du préfet piétinent. Le chantier risque de s'arrêter si l'entreprise chargée de l'exécution des travaux n'obtient pas de financement. Fodé Bangali Fofana, éclairage. Ce bâtiment, communément appelé ici à Cancan d'Akemé, est la résidence officielle de l'autorité préfectorale. Elle constitue un monument historique pour cette ville de Nabaya. Il y a 2 mois, les autorités administratives, régionales et préfectorales, sous la présidence d'une délégation gouvernementale, lançaient les travaux de réhabilitation de cette infrastructure. À ce jour, les bâtiments annexes, c'est-à-dire la case des hôtes, les 2 cases de détente, sont élevés à 100%. Sur le bâtiment principal, les travaux d'électricité, de plomberie et de décapage de l'ancienne couche de peinture vont bon train. Nous avons commencé à faire les enduits
pour les annexes réalisées, c'est-à-dire le bâtiment annexe, la case des hôtes et les deux paillotes. Surtout la pose des gaines au niveau du bâtiment principal. Sur la clôture, les travaux sont en cours. Une soixantaine de mètres linéaires sont réalisés. Après 2 mois d'exécution des travaux, l'entreprise EnerBTP est confrontée à des difficultés de financement pour continuer les travaux. Si le bailleur de fonds réagissait maintenant, on pourrait tenir le délai. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a certains travaux que nous avons arrêtés pour nous permettre de trouver du ciment et continuer les enduits pour les nouveaux bâtiments que nous avons réalisés. Si le financement est assuré, l'entreprise EnerBTP a l'obligation de terminer les travaux dans un délai de 8 mois, ce qui n'est pas pour le moment le cas. Fodé Bangali Fofana, dossier à suivre. Jatropha Guinée est l'une des institutions de la microfinance qui enregistre des progrès. En une année d'exercice, Jatropha Guinée a accordé beaucoup de crédits aux jeunes et aux femmes. Le reportage de Manga Fodé Touré dans de prochaines éditions d'information. 650 sacs de riz et 600 bidons d'huile pour les fidèles musulmans de la capitale. C'est un geste de la première dame de la République à travers sa fondation. Cette action de Haya Yene Kondé vise à soulager les couches vulnérables. En ce mois saint de Ramadan, Ali Badara Kondé a suivi la remise. Effectuée pendant le mois de Ramadan soutient certains érudits. La première dame de la République, Adjedjene Kondé, a procédé à travers sa fondation au lancement officiel des opérations de distribution de vivres dans les quartiers de Mafankou, Landria, Kamayen et Boulbiné. Le geste humanitaire est composé de plus de 30 tonnes de sacs de riz et 600 bidons d'huile végétale. Nous savons ce qu'ils sont en train de le faire, ils le font dans l'intérêt du peuple de Guinée. Ça, c'est une preuve bien concrète. Parce qu'il y a longtemps que nous sommes dans ce quartier, ces faits-là ne se sont jamais passés ici. Alors nous ne pouvons que remercier la première dame et son excellence le président Alpha Condé. La démarche vise à contribuer à alléger le panier de la ménagère pendant ce mois saint de Ramadan. Avec ça, vous avez vu ma population, comment ils sont heureux, comment ils sont contents du fait que cela a été fait. Et je remercie très bien, je remercie le président et sa femme. La vision du professeur Alpha Condé, c'est pour aider le bas peuple. C'est pour aider le bas peuple. Donc, de ce fait, si sa femme essaye de faire ce qu'il est en train de faire, vraiment nous ne faisons que l'encourager. En initiant cette opération, la présidente de la Fondation Prosmi vient une fois encore répondre à l'un des défis de son institution, améliorer les conditions de vie des couches vulnérables de la population. La première dame, chaque année, elle distribue des vivres aux populations. L'année dernière, c'était d'autres quartiers et cette année aussi, elle en a fait une institution pour que chaque année, elle vienne en aide aux démunis. Donc c'est vraiment la fondation Kondé Guéné Kaba avec son concours, parce que tu peux avoir une fondation et que tu ne fais pas grand chose. Mais elle, vous voyez, elle est tout le temps sur le terrain. Quel qu'en soit le problème, que ce soit sous la pluie, sous le soleil, elle est là auprès de la population. Cette campagne de distribution des vivres porte à porte entamée par la première dame de la République, Adjedjene Kondé, se poursuivra dans d'autres quartiers de la capitale pendant ce mois saint de Ramadan. Des œuvres de charité à encourager en ce mois béni de Ramadan. Comment consolider l'unité nationale? La question est au centre de la tournée de sensibilisation des femmes oulémas de Guinée. La délégation a animé ce mercredi au camp Alpha Yaya Yalo à Conakry une conférence de presse sur le rôle des femmes musulmanes dans le renforcement de l'unité nationale. Tierno Ousmane Diallo était de la partie. Elles sont militaires au camp Alpha Yaya Diallo ou épouses de militaires et paramilitaires. Ce matin, elles accueillent les femmes oulémas de Guinée pour discuter du rôle des femmes musulmanes dans la préservation de la paix. Après 2 heures d'échange, elles prennent conscience du rôle qui est le leur dans le renforcement du tissu social. Quand on nous forme, c'est une chose qui est très importante. On va élargir l'information au niveau de toutes les épouses pour qu'ensemble on se donne la main. Baromètre de la société, la femme doit s'impliquer dans la prévention et la résolution des conflits. C'est en substance le message du conférencier qui définit sa place dans la vie de l'homme. C'est la femme qui encadre l'homme à la maison, dans le foyer. Et c'est sa conseillère. Si la femme joue bien son rôle autour de l'homme et il l'encadre très bien, l'homme ne va pas
déraper. Donc voilà, ça c'est le premier rôle. Vous savez, la femme, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la sagesse. Depuis 1995, les femmes oulémas de Guinée organisent ce genre d'événement lors du mois de Ramadan. Si on parle de paix et de réconciliation, nous ne pouvons pas être en reste par rapport à la vie de la société guinéenne. Nous avons dit que nous avons un rôle très important à jouer. Demain jeudi prendra fin cette série de conférences des femmes oulémas de Guinée au centre islamique de Donka. Le mois de Ramadan reste pour le fidèle musulman une période d'intense prière et de piété. Le premier pilier de l'islam, la prière, est beaucoup plus exaucée en ce mois saint. Commentaire, Abdul Karim Kamara. Toute prière surrégatoire en ce mois béni de Ramadan a la même récompense que celle obligatoire chez le fidèle musulman. Pendant 30 jours, le croyant se saigne les 4 veines en multipliant les prières jour et nuit dans les mosquées ou à la maison. Si cette occasion est mise à profit, c'est bien à cause des nombreux mérites et récompenses que comporte le mois de Ramadan. C'est pendant ce mois de Ramadan que Dieu mandate tous les gens à rendre visite aux hommes sur terre. C'est la raison pour laquelle la prière du Ramadan est mieux exaucée. Pour le fidèle musulman, ces prières vont dans le sens du rapprochement à Dieu et en implorant sa grâce, tous les péchés des autres mois sont pardonnés. Il va de soi même que ce mois de pénitence a des effets très bénéfiques sur la conscience du fidèle musulman même dans sa prière. Non seulement en vue de fortifier sa foi, mais de le préparer aussi aux épreuves difficiles de la vie. Et dit en quelque sorte, on s'est dit que c'est la seule solution pour nous pour que Dieu nous pardonne de nos péchés dans les autres mois. Parce qu'il est dit que quand on prie correctement pendant le mois du carême, il est possible que Dieu te pardonne de tous tes péchés pendant toute l'année. Comme on le voit, la prière a tout son pesant d'or dans la vie des musulmans. Celles obligatoires de surcroît accomplies pendant le Ramadan sont exaucées 90 fois dans les autres mois. Et puis ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI rappelle à l'intention des citoyens que l'opération de révision complémentaire a effectivement démarré le samedi 13 juillet 2013 et s'étendra jusqu'au vendredi 27 juillet 2013. Cette révision complémentaire concerne essentiellement les Guinéens âgés de 18 ans et plus et n'ayant jamais été inscrits sur une liste électorale. Par ailleurs, tous les citoyens inscrits en 2012 sont invités à se réinscrire pendant cette opération. Les citoyens inscrits lors de la dernière révision avril-mai ne sont pas concernés par la présente révision complémentaire. Il est formellement interdit de procéder à l'inscription des enfants. La CENI informe tous les citoyens que s'inscrire sur une liste électorale, c'est donner la chance à son candidat d'être élu. La CENI s'est comptée sur le civisme et l'engagement patriotique de chaque acteur politique ainsi que de tous les citoyens pour mener à bien le processus électoral en cours, signé Bakary Fofana, président de la CENI. En Égypte, le nouveau gouvernement a prêté serment devant le président intérimaire. C'est une équipe de 35 ministres. Leur priorité, organiser les élections avant 2014. C'est le premier élément des nouvelles africaines sous forme de télégramme en images. Regardez. En Égypte, le nouveau gouvernement a prêté serment. La cérémonie s'est déroulée devant le président intérimaire désigné par l'armée, Adli Mansour. Composé de 35 ministres, ce gouvernement aura en charge l'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation des législatives d'ici début 2014, avant de nouvelles présidentielles. Aucune personnalité affiliée à une formation islamiste ne fait partie de ce cabinet. Les frères musulmans qui appellent à la poursuite des manifestations de rue ont aussitôt fait savoir qu'ils ne reconnaissaient ni la légitimité ni l'autorité de ce gouvernement.
Abdelaziz Bouteflika est rentré en Algérie. Le président algérien avait été hospitalisé en France pendant 80 jours à la suite d'un AVC. Sur ces premières images, on le voit en réunion à Alger avec de hauts responsables du gouvernement. À moins d'une aggravation de son état de santé, le président Bouteflika devrait aller jusqu'au terme de son mandat en avril 2014. En revanche, il ne semble plus être question qu'il rempile pour un 4e exercice. La succession est donc ouverte. 3 navires de migrants ont été interpellés au large des côtes de Sicile en Italie. Au total, ce sont plus de 350 hommes et femmes d'origine égyptienne et érythréenne qui ont été récupérés par les autorités italiennes et emmenés vers l'île de Lampedusa. Selon l'ONU, plus de 8000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année, en majorité à partir de l'Afrique du Nord. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.